d'ailleurs, nous vous connaissons depuis 2014 grâce à l'UDAF, qui organisait, grâce à vous, à une conférence autour de l'argent et puis des relations intrafamiliales, de tout ce que ça sous-entendait. D'où notre idée pour cette journée ATDI, l'argent entre contrainte et liberté, de vous solliciter. L'argent au cœur de nos relations, au cœur de la circulation, au cœur des échanges monétaires. Donc, Madame Prieur, vous êtes toutes trouvées et le bien fondé de notre démarche trouve ici son point d'orgue, puisque nous sommes ensemble. Merci en tous les cas de votre confiance et de cette réinvitation qui me fait un grand plaisir. Nous allons bavarder ensemble de ces questions profondes et essentielles dans notre société et dans nos familles aussi. Pas du tout. On est très encombré, j'ai envie de dire, vraiment des stéréotypes d'abord, et puis des représentations sociétales, et aussi peut-être aussi de nos héritages familiaux sur le plan symbolique. Dans les familles, le rapport que nous avons à l'argent, que ce soit dans les couples ou dans une famille vis-à-vis de nos enfants, est très imprégné de ce que l'on a hérité symboliquement de nos propres familles d'origine. Donc effectivement, on n'est pas libre par rapport à notre représentation de l'argent, on n'est pas libre dans notre usage de l'argent parce qu'il y a des contraintes, j'ai envie de dire, sociétales. Vous savez, l'argent était vraiment un terrain sur lequel presque toutes nos composantes d'êtres humains se rejoignent. Ça implique l'économique, ça implique le politique, ça implique le juridique. Par exemple, au niveau des héritages, il y a des contraintes juridiques, c'est encadré, les contrats de mariage également. Donc ça implique de nombreux éléments qui nous constituent en tant qu'êtres humains, et cela donc se ressent dans la famille. Et j'ai envie de dire, dans les familles, on est d'autant moins libre par rapport à l'argent que c'est devenu un sujet tabou. Et plus c'est tabou, moins on en parle et moins on arrive à justement savoir ce qui se joue réellement à propos de l'argent dans les familles. Sans argent, on ne peut rien faire. Ah, on ne peut rien faire. On est dans une société, mais j'ai l'impression que ça a toujours été comme cela, où finalement l'argent est vraiment au service non seulement de l'avoir, bien entendu, mais au service de l'être. Sans argent, vous ne pouvez pas prendre soin de vous, vous ne pouvez pas justement prendre en compte un certain nombre de désirs, puisqu'on sait que notre subjectivité quand même se construit avec ce que l'on désire, avec cette dimension essentielle du désir. Donc effectivement, sans argent, non seulement vous avez une place difficile dans la société, mais vous avez aussi, vous risquez d'avoir aussi une fragilité au niveau de l'identité et au niveau de l'image de vous-même. Parce que la société, et tout à l'heure on parlait du fait qu'on n'était pas libre, la société vraiment nous renvoie le message tout autour de nous que sans argent ou avec peu de reste à vivre, on n'est pas grand-chose. Donc ça touche nos identités. Ça touche cette question-là de qu'est-ce qu'on est dans une société si on a peu ou pas d'argent. Alors, et quand on a peu d'argent, ben justement, comment exister? Comment exister? Quand il nous reste 300 € par mois, comment je peux mettre à profit cet argent? Voilà, j'ai envie de dire, ce qui est intéressant et ce qui est important à ce moment-là, c'est de ne pas mettre la mouchoir sur la poche de nos désirs. Vraiment, de pouvoir entendre ce qui nous ferait plaisir, et qui dit désir parle aussi de plaisir, et en même temps, bien évidemment, cela va nous entraîner à une forme de frustration. Mais j'ai envie de dire, il vaut mieux à la fois être capable et pouvoir et s'habituer à gérer le désir et la frustration, plutôt que la frustration n'emmène à éteindre nos désirs. C'est-à-dire qu'essayer de les maintenir vivants, essayer de les maintenir en œuvre, et voir de temps en temps, je rencontre des fois des gens qui effectivement, de temps en temps, et on l'entend aussi des fois dans les médias, craquent et font un brin de folie. Et justement, à un moment donné, pouvoir s'offrir un brin de folie pour casser la routine des frustrations, c'est-à-dire que essayer d'entendre la vitalité et la vivacité de nos désirs, les mettre en face de la réalité de nos possibilités économiques, et
à ce moment-là, même s'il y a une frustration, entendre la frustration comme finalement une dynamique aussi de l'être. On se construit aussi par le fait de ne pas toujours avoir ce à quoi on aspire. Donc toutes ces données finalement qui sont un petit peu en tension continuent à nous constituer comme sujet plutôt que de se dire ben, ça je ne peux pas et je mets ça de côté comme finalement on s'exclut en mettant dire que non seulement la société nous exclut, mais on renforce cette exclusion en disant ça ce n'est pas pour moi. Alors, 2 choses par rapport à l'argent et la frustration. De toutes les manières, quoi que soit votre niveau de compte en banque, il génère à la fois du plaisir quand on en a suffisamment, mais il génère aussi toujours de la frustration. Et c'est un petit peu le piège de l'usage de l'argent. C'est un petit peu le piège finalement. L'argent suscite toujours c'est quelque chose de très paradoxal. Il suscite du désir, mais en tant que tel, on a envie d'avoir de l'argent, pas seulement pour ce qu'il procure, mais il suscite de toutes les manières toujours de la frustration, on n'en a jamais assez. Et c'est cet engrenage-là qui est véritablement un danger pour l'éthique et pour la morale, parce que certaines personnes peuvent être dans une dynamique de toujours en vouloir plus, quitte à ce que ce soit pour le prendre à d'autres. Je schématise un peu, mais ça va dans ce sens-là. S'il me reste 100 € par mois, oui. Parce que dans beaucoup de cas, c'est la situation dans laquelle se trouvent les personnes. Oui. Comment je peux, quels conseils vous donner aux professionnels, aux personnes aussi, pour que ces 100 €, même si c'est rien du tout, plutôt que ça ne soit rien et que ça soit un reste à vivre mortifère, comment ces 100 €, ça peut être aussi du désir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette question-là? Alors, je pense qu'il est intéressant à ce niveau-là par rapport à cette question du désir, pour la maintenir en éveil et pour le maintenir finalement vivant. J'ai envie de dire, c'est important aussi d'imaginer non pas ce que la société nous sollicite par le biais de la publicité. La publicité, j'ai envie de dire, je crois qu'il faut commencer à devenir aussi relativement autonome par ces sollicitations qui nous encombrent plutôt qu'elles ne nous libèrent. Elles nous encombrent, elles nous soumettent finalement à une société de consommation. Quand je parle du désir, c'est finalement qu'est-ce qui va véritablement me faire plaisir. Et dans ce qu'est-ce qui va véritablement me faire plaisir, il y a, j'ai envie de dire, énormément de choses qui sont à notre disposition et qui ne sont pas payantes. Aller se promener quand on peut le faire, si on n'a pas de handicap, dans la forêt, dans un jardin, respirer quelques bonnes odeurs, regarder quelques belles fleurs, c'est quelque chose qui nous relie à l'essentiel, c'est-à-dire à mon sens à notre lien à la nature, à notre lien avec presque nos origines liées à la nature, et c'est quelque chose de vraiment qui nous nourrit, qui nous transforme et qui nous fait un bien fou. Donc avec ces 100 €, si je n'ai plus que 10 ou 20 € parce que j'aurais payé l'essentiel ou le nécessaire, j'ai envie de dire, de notre quotidien, s'il me reste que 10 ou 20 €, je peux aller écouter le chant des oiseaux, je peux aller partager avec des amis, parce que c'est très important aussi le partage et la convivialité, je peux aller prendre un café, même 3 €, je peux m'offrir, je le conseillais l'autre jour à une patiente qui n'en pouvait plus, qui était submergée par les demandes de tout le monde, pas seulement par le manque à vivre, mais par les demandes de tout le monde. Je lui ai dit, mais allez prendre 3 minutes pour vous, prendre un café, installez-vous dans une terrasse de café, invitez une ou deux copines et redonnez-vous la gestion de l'indépendance vis-à-vis de notre temps, de votre temps. Donc, s'ouvrir à des choses qui sont à notre disposition. Et j'ai envie de dire, là, on fait une expérience très importante parce que du coup, on se relie à quelque chose de l'ordre de l'esthétique. Et moi, je trouve que c'est essentiel et c'est important. Et l'esthétique, ce n'est pas seulement dans les musées, parce que la relation qui nous relie à l'esthétique, par exemple à une jolie fleur, à un joli chant d'oiseau, etc., c'est une relation qui nous élève, qui est presque de l'ordre de la spiritualité. Et là, ça n'a rien à voir avec le budget. On est dans un autre registre et ça nous fait du bien. La possibilité de partager un café avec une amie autour de 3 ou 4 €, c'est aussi, ça nous relie à quelque chose qui est de l'ordre du vivre ensemble. Et du coup, ça nous fait du bien dans une société où les tensions, quelquefois, sont grandes entre les individus. Et ça fait partie. Le bonheur ne peut être que quelque chose de partagé. Donc, si on ne partage qu'un café, c'est déjà énorme.
justement comment passer de la frustration ou aider à ce que le désir s'exprime, alors que la personne est engoncée. Quelques petites astuces en dehors du café qui étaient extrêmement intéressantes, parce que la dimension relationnelle du don, de ce que je peux donner, qui n'est pas de l'argent, et ce que je peux recevoir, qu'est-ce que vous diriez comme autre mode d'échange qui sont non monétaires, mais qui ont à voir avec la relation? Bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, on aborde là l'aspect, j'ai envie de dire, extra-économique de l'argent. Avec les 20 ou les 30 euros qui peuvent me rester à la fin du mois, qu'est-ce que je peux faire de l'ordre de l'humain finalement, de l'ordre du relationnel? Bon, il y avait la promenade en forêt ou en jardin, il y a le partage du café, il y a aussi peut-être, parce que vous parlez de don, pour moi le don c'est toujours un échange. Je donne à des personnes qui le reçoivent, qui sont heureux, et du coup on peut aussi aller donner du temps à des associations, on peut donner du temps et on peut recevoir de la part des autres dans ces actions-là aussi, on peut recevoir de la reconnaissance. Parce que l'important par rapport à la question de l'argent, c'est justement, il y a une souffrance parce que je ne suis pas reconnue par la société comme quelqu'un de relativement digne si je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment une quête de reconnaissance. Donc comment récupérer, comment gagner de la reconnaissance en tant qu'être humain, même si je suis handicapé, même si je n'ai que 20 ou 30 euros dans ma poche à la fin du mois, pour moi c'est quand même toujours une question de contact, une question de rencontre, une question de capacité à aller, moi qui suis démunie, à aller quand même donner quelque chose à d'autres qui est sur un autre ordre que finalement l'économique. C'est-à-dire que je pense que on parlait tout à l'heure du manque de liberté que l'on a dans notre société. Je pense que on considère trop l'argent comme une donnée uniquement économique, et que finalement les échanges sont sur l'ordre de l'économique, alors qu'il y a des échanges sur le plan de l'humain, énormes, possibles, etc. Et qu'il est important, si je veux recevoir quelque chose d'autre que l'argent, aussi dans cet échange-là, il est important que moi je puisse donner ou du temps ou de la présence à quelqu'un d'autre qui en manque. Et quelquefois, je m'amuse, j'aime bien faire des versions dans mes livres sur les contes, qui sont quelque part des représentations un petit peu métaphoriques de nos sociétés. Et j'adore le conte, quand je discute avec vous, là, je pense au Petit Poucet. C'est celui qui a le moins eu de la fratrie. Il n'a rien reçu de ses parents. Et c'est celui qui, à un moment donné, quand il va réussir à s'en sortir, à trouver une place auprès d'un grand seigneur, je crois, donc il va acquérir de l'argent, c'est celui qui va le plus donner et offrir à ses parents. C'est-à-dire que contrairement à ce que l'on croit, quand on ne reçoit pas, quand on n'a pas, on a quand même la capacité de donner. Et là aussi, je pense à une phrase de Lévinas, « Aimer, c'est donner à l'autre ce que l'on n'a pas ». Donc ce n'est pas parce que l'on n'a pas, sur le plan économique, plus que 20 euros dans notre poche, qu'on ne peut pas aller vers les autres et qu'on ne peut pas aussi, à notre tour, faire quelque chose. C'est-à-dire que si on veut entretenir notre propre désir, il faut aussi entendre ce que l'autre peut recevoir de moi et aller dans ce mouvement-là. On crée un mouvement. Et on n'est pas seulement dans une relation, on crée un mouvement, une interaction. Alors sur le mouvement, moi je trouve très intéressant cette ouverture. Tout à fait. On sort de l'échange monétaire pour évoquer d'autres échanges. Exactement. Qui sont aussi importants, si ce n'est plus dans la vie. Ce matin, nous aurons des témoignages d'un groupement d'entraide mutuelle. D'accord, ah oui. Qui à travers leur solidarité, leur soutien, leurs propositions, ils montrent comment ils peuvent donner à la société des éléments pour qu'elle soit meilleure, à travers des expositions, à travers des échanges. Et je voudrais revenir à ce mouvement qui est celui de l'échange non monétaire. Tout à fait. Mais qui nous construit. Pour poser la question des solidarités et l'ouvrir, puisque cette table ronde, on va parler de reste à vivre, de dimension économique. Vous avez dit que même avec 100 euros, on peut faire des choses à partir du moment où on peut se déplacer. Oui. Et c'est là où justement les accompagnants, les professionnels peuvent nous aider
peuvent aider en tous les cas les personnes en position de frustration, parce qu'il y a de la frustration, mais peuvent les aider justement, vous parlez d'ouverture, à ouvrir le champ du désir sur autre chose que l'économique. Et du coup, on s'émancipe aussi, j'ai envie de dire, des diktats de notre société qui ne voit que qui pose l'argent comme un dieu, comme un roi, effectivement, comme un empereur. Donc, je pense que là, il y a aussi à sensibiliser, à sensibiliser les personnes qui accompagnent, les professionnels qui accompagnent, à se libérer et s'émanciper aussi de ce diktat de la société qui, on peut s'en libérer. Quand je fais référence à cette notion de donner et de recevoir, c'est vrai que j'ai en tête finalement le modèle de Marcel Mauss, qui a parlé des civilisations, qui a étudié des sociétés anciennes, traditionnelles plutôt, et qui a bien montré que le don est au service du lien. Et qu'il y a 3 moments, le donner, le recevoir et le rendre. Et là aussi, tous ces 3 moments qui constituent le lien, qui entretiennent une relation, peuvent se faire en dehors du système économique. Et c'est important, là aussi je reprends des choses de Marcel Mauss qui me semblent être importantes et que j'ai envie de dire qui sont vraiment excessivement accessibles, c'est que donner nous fait du bien. Donner nous élève, donner nous restaure. Donc que l'on donne quelque chose qui est de l'ordre de l'économique en donnant un cadeau qui coûte 20 € ou que l'on donne quelque chose qu'on a trouvé ou que l'on a confectionné soi-même, peu importe. L'important, c'est que l'effet est le même pour la construction de l'identité, pour la construction de l'image de soi. Donner nous donne, si on peut le dire, une belle image de nous-mêmes. On parlait de mouvement, on se sent être généreux, on se sent être intéressé et curieux de l'autre, et on est dans un mouvement. Et ce mouvement-là est toujours important, nous fait toujours du bien, encore une fois, dans notre identité. Donc le donner construit l'identité, le recevoir est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire recevoir, c'est être capable de dire merci à l'autre sans être soumis à l'autre. C'est être capable d'être dans une forme de reconnaissance et être capable finalement d'accepter ce que l'autre donne. Et finalement, quelquefois, je m'amuse à dire qu'être généreux, ce n'est pas donner, c'est être capable de recevoir. Parce que quand je reçois, je donne à l'autre la possibilité de donner et d'être dans ce mouvement-là très positif. Et il y a le rendre, et on peut rendre effectivement en cherchant à quelque chose d'une grande équivalence, mais ça, c'est pas intéressant. On peut rendre aussi, si je reçois un cadeau qui a été monétaire, enfin que quelqu'un a acheté, donc qui est un équivalent économique, je peux tout à fait rendre avec un grand sourire. Le rendu n'a pas besoin d'être ni simultané dans les relations humaines, ni équivalent, et donc on peut recevoir, par exemple, des aides, on peut recevoir de la société, d'une façon ou d'une autre. Voilà, on peut recevoir et finalement ne pas se sentir non plus extrêmement redevable tout en reconnaissant. Il y a une différence là que l'on peut peut-être travailler. Vous parlez de l'échange et du don intrarelationnel. Là, oui. Vous venez d'évoquer à juste titre comment la société, à travers les droits qu'elle promeut ou qu'elle met en œuvre, oui. Comment elle peut donner. Est-ce que c'est du même registre et comment les clients, les usagers peuvent rendre? Oui. Ils n'ont pas d'argent par rapport à une société qui est solidaire ou qui tend à l'être davantage. J'ai envie de dire, déjà rendre en ne considérant pas que ce qu'ils ont reçu, ce n'est seulement que du dû. C'est un droit, c'est autre chose. Un droit, effectivement, on a le droit à la dignité. Donc ça, effectivement, c'est une exigence importante et à laquelle notre société essaye de répondre tant bien que mal. Et je pense que là, il y a quelque chose de l'ordre du droit. Et ne pas considérer que c'est absolument un dû. Je fais une différence. Le dû, c'est je le réclame à corps et à cri et je suis en colère quand je n'ai pas ce que je veux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas constamment renégocier ses droits, mais ça veut dire qu'on n'est pas dans une position où on n'est que dans une forme d'attente. Donc, je revendique des droits, mais je ne considère pas que ce que je reçois est forcément un dû. Ça me restaure aussi. Et du coup, comment rendre? J'ai envie de dire, j'ai envie de prendre un modèle, le modèle par exemple des sociétés, de ce qui se passe du modèle de droit, de don et de dette et de rendu dans les systèmes familiaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est très inégal, parce que si on prend ce qui se passe entre parents et enfants, il n'y a
pas d'autres endroits, et peut-être calqué par dans la société, dans ce que vous évoquez, il n'y a pas d'autres endroits où il y a autant d'asymétrie. Entre parents et enfants, tout commence par des dons. Et du côté des parents, on veut dire, quand je dis les parents, ce sont les générations précédentes, et les parents ne cessent de donner à leurs enfants. Ils donnent la vie, ils donnent des moyens de survivre, ils transmettent beaucoup de choses, une représentation du monde, ils transmettent des valeurs, ils transmettent leur névrose aussi, mais ça, on ne peut pas y échapper. Donc, les dons sont descendants des générations précédentes à celles des jeunes générations. Mais les jeunes générations ne rendront jamais à la hauteur de ce qu'ils ont reçu. On n'est jamais quitte au niveau des dettes et de ce que l'on doit rendre, on n'est jamais quitte par rapport à ce que l'on a reçu. Je m'amuse à dire des fois que les enfants les parents donnent sans compter à des enfants qui ne font que compter ce qu'ils n'ont pas reçu. Donc il y a une asymétrie. Donc par rapport à cette asymétrie, qu'est-ce qu'on demande aux enfants? Quand ils seront adultes, on demande de donner à leur tour. De donner à leur tour, non pas en rendant aux générations du dessus, mais dans un mouvement qui engendre du temps et de l'avenir. Les enfants qui n'arriveront jamais à rendre à la hauteur de ce qu'ils ont reçu sont dans le devoir, et là on reparle de devoir, d'avoir à donner à d'autres générations, ou si on n'a pas d'enfants, à nos contemporains. Donc, même quand on reçoit des aides et qu'on n'est pas en capacité de rendre l'équivalent de ce qu'on a reçu aux institutions, à la société, on peut continuer, nous aussi, à envisager de donner à notre tour, encore une fois, donner du temps, donner ce que l'on produit soi-même, restaurer ce que l'on est capable de créer nous-mêmes. On parlait de frustration, j'ai envie de dire que pour faire le pendant de la frustration, il faut inviter les gens à essayer de se reconsidérer comme des êtres capables de créer. Et si vous faites un gâteau avec 3 œufs et un biscuit avec un yaourt, ça ne vous aura coûté que l'équivalent de 3 œufs et un yaourt, mais si vous le donnez à votre tour à d'autres personnes, ça va vous faire un bien fou. On a été amené à travailler, nous, sur cette question de l'argent parce qu'elle demeure vraiment dans les familles, dans les couples, et dans les familles, elle demeure un tabou, j'ai envie de dire, vraiment dommageable et dangereux. Parce que l'argent, on fait comme si l'argent ne devait pas rentrer. On est encore sur le diktat, et je n'aime pas les diktats, vous l'avez bien compris, on est encore sur le diktat que quand on aime, on ne compte pas. C'est dangereux au possible, parce qu'au contraire, plus on aime, à mon sens, plus on compte. Et l'argent fait partie de cela. Et si on ne réfléchit pas à ce que l'argent induit dans nos relations, on va risquer de mettre en place des relations de pouvoir, des relations d'influence, des relations justement de culpabilité. Pourquoi? Parce que finalement l'argent, dans ce vaste système de dons, de dettes et même de loyauté, parce que le rendu dans les familles, ça engendre aussi la notion de loyauté, l'argent construit le modèle relationnel d'une famille. Il institue des places. On n'a pas la même place quand on rentre de l'argent ou quand on n'en rentre pas parce qu'on ne travaille pas. On n'a pas la même place et le même, entre guillemets, pouvoir, parce que là aussi on est très influencé par ce qui se passe dans notre société. On n'a pas le même pouvoir si finalement je gagne moins en tant que femme que mon mari. Et donc du coup, il y a effectivement des enjeux relationnels, des enjeux identitaires dans une famille aussi, extrêmement importants liés à l'argent. Combien de fois je rencontre des femmes qui gagnent moins que leur mari, qui se culpabilisent de dépenser l'argent et qui ont, là aussi, une très mauvaise image d'elles-mêmes, et là aussi, parce qu'elles ne restaurent pas suffisamment le travail non monétaire qu'elles font, et finalement tout le soin qu'elles donnent à la famille, tout l'aspect j'ai envie de dire, humain, affectif qu'elles apportent, qui n'est pas monétaire, mais qui est essentiel. Comment nous, professionnels, sans être des substituts familiaux, comment on peut les aider dans ce processus d'émancipation, mais aussi de gestion de la frustration? Si vous aviez des conseils à donner
aux professionnels. Et je reviendrai sur la question des successions tout à l'heure à travers oui, des avec exemples. plaisir. Oui. Alors, je pense qu'effectivement, là, ça interroge, si vous le permettez, les propres représentations des professionnels et, j'ai envie de dire, le propre rapport que les professionnels peuvent avoir à l'argent et la posture qu'ils peuvent prendre quand ils sont dans une fonction de aider, accompagner, gérer pour un autre, etc. Je pense que là, ça implique vraiment, et je pense qu'il y a un travail à faire sur comment à la fois être au clair avec nos représentations et comment ne pas enfermer soit la personne que l'on a sous tutelle, soit la personne que l'on accompagne ou la famille que l'on peut accompagner, sans leur imposer notre propre rapport à l'argent, notre propre représentation. Je pense qu'il y a aussi, pour respecter, j'ai envie de dire, l'interaction, pour respecter les personnes que l'on aide, les personnes que l'on accompagne justement dans leur différence, dans leur dignité, je pense qu'il y a à faire un travail quelquefois même de décentrement, essayer d'entendre quels sont, on parlait de désir, quels sont les projets, quels sont les désirs, parce qu'on parlait de désir, mais dans la notion de désir, il y a aussi la notion de projet. Comment je me projette dans tout à l'heure, dans demain, dans après-demain, etc. Donc, lâcher un peu notre propre rapport à l'argent, notre propre fonction quelquefois qui est un peu trop gestionnaire, un peu trop comptable, un peu trop sur le registre économique de l'argent, pour aller entendre ce que la personne à côté de nous entend, ce qu'elle a besoin sur le registre qui n'est pas forcément de l'ordre de l'économique, qui est de l'ordre de la reconnaissance. Si on l'aide à reconstruire des projets, à même oser se projeter dans un avenir proche, là j'ai envie de dire on l'aidera beaucoup plus que si on lui dit ben là vous savez madame il ne faut pas aller dépenser encore acheter des cigarettes, vous n'avez pas d'argent pour ceci, vous n'avez pas d'argent pour cela. Je parle des situations souvent de tuteurs, de tutelle, parce qu'on a projeté nous qu'il vaut mieux mettre de l'argent de côté que d'aller dépenser encore un 3e paquet de cigarettes. Dans nos métiers de tuteur, on est amené, c'est la loi qui nous invite à travailler autour des projets des personnes, autour des objectifs personnalisés, qui sont à la fois une réponse à des questions économiques, de vivre, bien sûr, de besoin de s'habiller, de se loger, mais qui sont aussi, ces objectifs relèvent aussi de projets qui touchent à sa vie sociale, à son logement, à ses loisirs, et vous semblez dire que vous nous invitez en quelque sorte à travailler sur les projets pour que notre désir il ne se limite pas à une réponse économique. Tout à fait, tout à fait. Et là aussi, peut-être qu'on est quelquefois trop enfermé dans sa fonction, encore une fois, comptable, où on doit faire attention à ne pas dépasser des budgets. Et bien, j'ai envie de dire, il faut sortir d'une pensée un petit peu clivée, dualiste, où on est ou dans le comptable, ou dans l'extra-économique. On peut à la fois respecter un budget et entendre aussi certaines dimensions extra-économiques de l'ordre de l'humain. Et quand on parle de projet, ça ne s'oppose pas. Ça ne s'oppose pas, on peut tout à fait mettre en parallèle, alors ça crée des tensions bien évidemment, mais j'ai envie de dire l'humain et la liberté de l'humain, elle se joue dans ces tensions-là. Si on règle trop en disant je ne veux pas m'embêter avec plein de choses et je mets du côté plus comptable, effectivement on renie, on rejette l'aspect un petit peu extra-économique qui est essentiel, ou si on n'est que dans l'extra-économique, évidemment on risque de faire déborder le budget. Donc en tant qu'aidant, en tant qu'accompagnant, je pense qu'il faut accepter cette tension, elle nous complique un peu la vie, mais en même temps, on peut être dans la gestion et l'entente du désir. Et en tant que projet, pourquoi c'est intéressant? Parce que en vous écoutant un petit peu me poser des questions, j'entends que finalement le désir, mais peut-être encore plus le projet, nous met en mouvement. C'est-à-dire qu'on ne reste plus enfermé dans la situation présente qui nous écrase, qui nous lie, et j'ai envie de dire en tant qu'accompagnant, et c'est un petit peu la même chose en tant que psy, quand on a une personne qui vient, une famille qui vient nous voir et qui nous raconte ses drames, si on se laisse nous écraser par ce qui s'est passé, la situation présente, l'angoisse que l'on a à entendre bien entendu, donc on a à entendre les frustrations, mais si on se laisse engluer comme le patient
et en tant qu'intervenant, si vous vous laissez engluer par la limite du budget, vous ne permettez pas aux familles et aux personnes que vous suivez d'aller dépasser cette situation actuelle et présente. Donc je fais un parallèle avec nous en tant que thérapeute. Aujourd'hui, on est capable d'entendre le drame de la famille qui vient nous voir, mais surtout, on essaye, en entendant ce drame, on essaye d'entendre ce qui quand même a amené cette famille-là à avoir de la ressource, à avoir du rebond, des capacités de rebond, à entendre à travers le drame qu'elle a vécu ce qui est encore, qui tient debout, ce qui peut servir de point d'appui, et on va appuyer là-dessus pour imaginer ce qu'elle pourra faire demain. Et je pense que ça, c'est quelque chose à laquelle on n'est pas toujours habitué, parce la souffrance nous touche tellement, la vulnérabilité des autres nous touche tellement qu'elle risque de nous enfermer. Donc derrière la vulnérabilité des personnes que l'on accompagne, comment faire pour entendre aussi leur capacité de rebond, et les forces quand même qu'il arrive à les faire tenir debout. Même si c'est infime, même si c'est ténu, je pense qu'il faut aiguiser notre attention, notre regard vis-à-vis de l'autre, et là c'est très Lévinas, c'est très de l'ordre de Lévinas que je vous raconte, pour effectivement l'aider d'abord à prendre conscience qu'il y a de la force vive en lui, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent dans le porte-monnaie, il y a quand même des choses possibles, qu'on va l'aider à mobiliser, et ça ne nous empêche pas de tenir le budget. Vous semblez dire, et je partage ce point de vue, que si on n'a pas d'argent, on peut quand même être reconnu dans la société. Bien sûr qu'il faut avoir de l'argent, mais comment vous voyez ce parcours de la reconnaissance, puisqu'à plusieurs reprises, dans vos différents ouvrages, vous avez évoqué ça. Oui. Donc quel conseil, là aussi, vous pouvez nous donner, comme professionnel, donner aux familles, pour ne pas être sur le registre de la bouteille à moitié vide, mais être sur le registre de l'espérance. Même si on a moins d'argent, comment on peut vivre dans la société avec moins d'argent, tout en étant mieux reconnu? Alors bien sûr, ce n'est pas forcément plus facile, mais c'est possible. C'est possible, et j'ai envie de dire, là, quelque part, il y a aussi une espèce d'apprentissage. Pour voir la bouteille à moitié pleine plutôt que la voir à moitié vide, c'est vrai qu'il faut quelque part, à un moment donné, peut-être s'y obliger. Peut-être c'est d'abord un effet volontaire, c'est un effet conscientisé où effectivement je vais la voir. À côté de ça, vous parlez du parcours de reconnaissance. Si vous permettez, je vais peut-être prendre 3 minutes pour le détailler un petit peu, parce que j'ai envie de dire, on peut en faire, vous allez voir comment on peut en faire des liens et des ponts avec notre quotidien. Alors, le travail de Ricoeur, c'est un livre épais de je ne sais plus combien de pages, pas toujours évident, mais je vais essayer de le résumer en 5 étapes. Voilà. Alors, Ricoeur nous dit que c'est vrai que il nous parle vraiment d'un processus. La reconnaissance, ça ne se met pas en œuvre en claquant des doigts. C'est vraiment un processus, et on va voir que c'est un processus relationnel complet. La première étape, c'est j'ai besoin d'être reconnu. J'ai besoin, et on fera peut-être des petits écarts par rapport à Lévinas tout à l'heure, j'ai besoin que l'autre atteste de qui je suis. Parce que justement, c'est toujours en partie l'autre qui me donne mon visage. Donc, on est dans une position, à un moment donné, passive, où je dépends du regard de l'autre, et on sait bien comment, par exemple, un enfant va se construire dans le regard de ses parents. Si en tant que mère, je regarde mon enfant comme un enfant sympathique, capable de faire ceci, il a des chances de le devenir. Donc le regard de quelqu'un nous institue et peut nous renforcer ou nous enfoncer. Toujours pareil. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième moment, ça n'est pas suffisant, on parlait de tension vers l'autre aussi. Le deuxième moment, c'est j'ai besoin, moi, aussi, d'aller rencontrer l'autre et d'aller lui dire comment je le vois, et moi, à mon tour, d'attester qui il est. C'est-à-dire que, moi aussi, on est peut-être dans une forme de rendu à ce moment-là, je dois effectivement être curieux vis-à-vis de l'autre. Me décentrer par rapport à moi, ne pas seulement entendre mon propre besoin, mais aller entendre le besoin que l'autre a de la reconnaissance. Et ça aussi, ça n'a rien à voir avec la monnaie.
hein. On peut dire à la personne qui nous aide, à la personne qui nous accompagne, on peut lui dire, pas forcément ce qu'on pense de lui, on est en dehors du jugement, mais donc le deuxième mouvement, à mon tour, j'atteste vis-à-vis de l'autre ce qu'il est. Le troisième mouvement qui nous institue, et là qui est important dans les couples et qui nous institue vraiment dans l'altérité, c'est là comme on fait mutuellement, nous nous regardons, nous nous dévisageons, on se regarde à 3 et à 2 aussi, et dans le même moment, on se reconnaît dans notre dignité d'être humain. Et donc c'est une reconnaissance de réciprocité, une reconnaissance mutuelle qui nous permet de ne pas reconnaître, d'admettre qu'il n'y a pas de relation de pouvoir. Quand on reconnaît l'autre pour ce qu'il est, quand on le regarde dans son visage, on ne le reconnaît pas comme quelqu'un sur lequel je peux avoir du pouvoir. Voilà la différence. Et du coup, on accepte l'autre dans ce qu'il est et on sort d'un régime de pouvoir et d'influence mutuelle. On est là, point. Quand on gère les affaires de quelqu'un d'autre, on peut être dans la méconnaissance. Tout à fait. Quelque part, oui. Dans la moindre reconnaissance dans la moindre reconnaissance de l'autre. On est sur le registre de l'attention économique. Tout à fait. Et puis, du coup, on néglige. Et puis, voilà. On néglige ce tout à troisième élément clé. Voilà. Donc, regardons les autres. Quand on gère leur budget, et ça ne nous empêche pas de regarder les lignes des budgets. Mais en même temps, regardons ce que le visage de l'autre a à me dire. Là, je l'institue comme quelqu'un d'être humain et comme quelqu'un de digne. Et le quatrième mouvement, qui est aussi très très intéressant et que l'on peut, j'ai envie de dire, mettre en acte, le quatrième mouvement, c'est alors, les trois premiers mouvements, c'est dans la relation à l'autre que ça se joue. Là, le quatrième mouvement, c'est se reconnaître soi-même. Et là aussi, Ricoeur nous dit quelque chose. Donc, on peut aider en tant que psy, c'est ce que je fais. En tant qu'aidant, on peut le faire. En tant que professionnel aussi, on peut le faire. Famille, voilà, on peut le faire. C'est se reconnaître soi-même, c'est-à-dire, comme nous dit Ricoeur, se reconnaître à la fois comme auteur de ses paroles et comme acteur de ses gestes, c'est-à-dire dans ma responsabilité. C'est bien moi qui ai dit que ceci ne me plaît pas, c'est pas le voisin qui m'a fait dire que ceci ne me plaisait pas. Donc je me reconnais, se reconnaître, c'est se reconnaître dans sa responsabilité. Je n'ai peut-être que 10 ou 20 euros à la fin du mois. Si aujourd'hui j'ai envie de claquer les 20 euros parce que j'ai envie de faire un cadeau et j'expose mon budget, j'ai envie de faire un cadeau à mes petits-enfants, etc., j'assume cette réalité-là, et c'est une façon aussi de pouvoir parler de comment gérer la frustration, oser, j'ai envie de dire, affirmer ses choix, prendre la responsabilité de ses choix, c'est aussi une façon de gérer sa frustration. Donc ce quatrième mouvement, je me reconnais moi-même, et là aussi c'est intéressant ce que nous dit Ricoeur, parce que du coup on peut aider les personnes que l'on rencontre à cela, je me reconnais et je me raconte à moi-même qui je suis. Et dans ce récit que je me fais, et du coup je me raconte toujours comme étant différent, parce que chaque rencontre peut me rendre différent, dans ce récit que je fais, dans ce récit dynamique que je fais de moi-même, finalement je construis mon identité. C'est ce que Ricoeur appelle l'identité narrative. Et alors on arrive au cinquième, parce que des fois en philosophie il peut y avoir aussi des happy end, il y a des fins heureuses. Le cinquième mouvement de la reconnaissance, c'est quand on est dans cette reconnaissance, dans je me sens reconnu, je reconnais l'autre, etc. On est dans la forme de reconnaissance en tant que gratitude. Du coup, je reconnais, et on revient à la bouteille vide ou pleine, je reconnais ce que j'ai reçu, même si ce n'était pas ce que j'aurais voulu, même si les aides ne sont pas à la hauteur de ce que je voudrais, même s'il en manquera toujours un peu ou beaucoup, je suis capable d'être dans la gratitude, c'est-à-dire de reconnaître ce que j'ai reçu, plutôt que d'être dans l'attente toujours de ce que je ne reçois pas. Et c'est là aussi où je fais une différence entre réclamer un dû, c'est toujours réclamer ce qu'on n'a pas, au lieu de reconnaître aussi ce que l'on a. Et là, ça peut s'articuler. Est-ce qu'un professionnel, comment il peut être reconnu par une personne
il peut s'arranger pour être connu. Est-ce que justement, à un moment donné, là aussi, c'est une dimension, là aussi, on est professionnel, n'est-ce pas? Bon, mais en même temps, il y a une dimension cordiale, on peut rire, on peut être excessivement rigoureux. On peut échanger. On peut échanger, on peut même plaisanter, on peut aller, encore une fois, aller à la rencontre du monde de l'autre et aller, alors là j'ai une phrase de Lévinas, vous savez, entre Ricoeur et Lévinas, moi j'adore, et donc il y a une phrase de Lévinas qui dit le partage du monde est possible à partir du moment où on regarde le monde à partir du regard de l'autre. Donc si je me descende, si je ne reste pas seulement dans ma posture professionnelle, je peux rester, je peux continuer à gérer des budgets, etc. Ça ne s'oppose pas, ou du moins les opposés, comme disait Héraclite, les opposés coopèrent. Je peux être dans ma posture et je peux être humain, je peux être gracieux, je peux être cordial. Ça ne s'oppose pas. Et du coup, on peut aller entendre le monde de l'autre, on peut interroger. Donc, en tant que professionnel, si je veux être connu, il faut que je fasse ce mouvement vers l'autre. Il faut que j'aille lui demander qu'est-ce qu'il aime bien faire. Est-ce qu'il aime aller à la pêche? C'est gratuit et on peut aller à la pêche ou pas? J'ai à l'esprit un exemple. On est tuteur d'une personne, oui. Ses parents sont décédés, il y a des frères, des sœurs, et personne ne veut régler cette succession. Tout le monde veut rester dans l'indivision, manifestement, ou tout le monde a un bon prétexte pour dire je ne veux pas faire d'inventaire, ou moi je veux vendre, ou moi je veux louer, etc. Tout à fait. Et puis nous, en même temps, on a une responsabilité qui est de faire en sorte que les choses, non pas puissent se régler, mais en tout cas puissent avancer. Et la question de la reconnaissance de l'autre, j'y reviens, elle me paraît importante. C'est-à-dire qu'il y a notre technicité, notre expertise, mais le fait de reconnaître l'autre dans sa souffrance, le frère, la sœur, qui, pour des raisons qui leur échappent, ne veulent pas régler, ou en tout cas sont dans l'inertie, comment vous l'analysez et comment nous, je parle de pour le patrimoine par exemple de la TDI, comment on peut faire pour à la fois pour bien gérer cette tension entre la nécessité d'être responsable, de ne pas faire d'erreur, de bien gérer, faire en sorte que le patrimoine soit bien utilisé, produise des fruits, et le souci de reconnaître l'autre, en l'occurrence les frères et sœurs, dans leur désir de ne rien régler, pour rester dans le système familial. Tout à fait. Alors là ça mériterait un développement à lui seul, la question des héritages. Alors je ne sais pas ce que vous pouvez... Alors, déjà mesurer quand même que... quand on parlait tout à l'heure de l'argent dans les familles, il y a, et au moment vraiment des héritages, c'est quelque chose que l'on entend et qui ressort au moment des héritages. À dire que dans une famille, on ne va pas, on a l'impression qu'on ne compte pas, mais tout ce qui est vécu depuis la première enfance jusqu'à la fin, tout ce qui est vécu, et on reparle des frustrations, comme déception, comme souffrance aussi, tout est enregistré dans ce qu'on a appelé une calculette inconsciente. C'est là, ça ne bouge pas, c'est enregistré dans notre inconscient. Et dans les situations de crise, ça peut être dans les divorces, ça peut être quand les enfants s'en vont, ça peut être au moment des solidarités. Est-ce que dans le couple, est-ce que l'un veut aider donc il y a des oppositions qui font que cette calculette inconsciente va ressortir. Mais je crois qu'elle ne ressort jamais autant qu'au moment des héritages. Et le moment... justement, parce que justement, le moment des héritages, ça met vraiment en péril, ou à l'épreuve, en tous les cas, les relations fraternelles. C'est-à-dire que c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. À dire que ce que j'ai vécu comme injustice par rapport à un frère, à une sœur, que je n'ai pas trop exprimé ou d'une façon un petit peu, j'ai envie de dire, rivalité un peu gentille des petits-enfants, parce que les parents étaient là pour maintenir la solidarité entre la fratrie, ce que j'ai appelé le surmoi fraternel, c'est-à-dire les parents, tant qu'ils sont là, vont dire aux frères et sœurs, surtout tu t'entends avec ton frère, tu la protèges, etc. Donc ils sont garants encore de ce respect mutuel. Surtout quand il y a des personnes plus fragiles. Tout à fait. On rencontre dans des familles tout à fait. Une personne qui est en situation de handicap, qui est protégée par la famille à juste titre. Et par la fratrie. Avec la fratrie, mais voilà. parfois, ces souffrances-là
voilà. inconsciente se Bien révèle sûr. Elle se à un moment révèle. donné dans le Et règlement. justement, moi, combien de fois j'entends des frères, et du coup, cette souffrance-là des enfants, dans une fratrie, donc la souffrance liée aux injustices vécues dans une fratrie, même si les parents ont voulu bien faire, il y a toujours des injustices dans une fratrie et on le ressent comme tel. Cette souffrance-là, si on n'y travaille pas, elle reste, j'ai envie de dire, très forte, très puissante, comme à fleur de peau, même à 40, 50, 60 ans. Moi, j'entends des adultes qui viennent me voir et qui peuvent parler du cadeau qu'ils n'ont pas eu à leur anniversaire de 5 ans, alors que le frère avait eu un superbe cadeau, comme si c'était hier. Donc, ces souffrances liées au fraternel, qui ont été d'un petit peu écrasées par le surmoi parental, qui a dit vous entendez, vous protégez le frère qui est en difficulté, etc. Ces souffrances liées au fraternel demeurent à l'identique tant qu'on n'en a pas parlé, tant qu'on n'y a pas réfléchi. Donc au moment où le parent disparaît, le surmoi va en éclat, et j'ai envie de dire, il y a un retour de tout ce refoulé, de tout ce qui a été mis de côté, il y a un retour, et la fratrie va régler ce sentiment d'injustice passé sur le dos du patrimoine. Et on voudra soit récupérer ce qu'on n'a pas eu, soit au contraire garder la part généreuse que l'on a eue jusqu'à présent. Alors là, j'ai envie de dire, on est confronté tous les jours à cette question-là. On a des réunions sur le pôle patrimoine, dont on est plusieurs à appréhender cette situation et à se rendre compte de ça. Ah oui, mais nous ne sommes pas des thérapeutes. Non. Et alors, comment on peut faire? Oui. Parce que nous sommes confrontés à la fois à l'obligation légale de faire des inventaires, des évaluations qui questionnent tout ça. Ah, absolument, la au quotidien. Des équilibres. Chaque objet va questionner. Chaque objet va questionner. Alors, quel conseil, vous, comme psychothérapeute, philosophe, vous nous donneriez pour essayer d'être le plus humain possible, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, pour qu'à la fois on conjugue cette tension qui est de l'ordre du légal, de la responsabilité, avec le respect de ce qui s'est joué dans la famille? Alors j'ai envie de dire, le tout, il faut reconnaître aussi, avec humilité, quelquefois notre impuissance. En tant que thérapeute, donc encore plus quand on ne peut pas aborder des choses en profondeur, j'ai envie de dire, voilà, parce que, bien sûr, mais déjà nous, on peut comprendre. Alors déjà, c'est vrai qu'on peut un petit peu apaiser les tensions, et quelquefois ça suffit. Là aussi, je crois que c'est Lévinas ou Ricoeur, peu importe, disait la reconnaissance apaise un petit peu le sentiment d'injustice. C'est-à-dire que si on prend le temps, on a fait longtemps, avec mon mari, des expertises pour les juges des affaires familiales, pour les cas de divorce difficile et de questions de résidence de l'enfant. On prenait le soin toujours d'entendre la souffrance de tel... voilà. Donc, si on prend déjà le temps d'entendre la souffrance de tel frère qui ne s'est jamais senti reconnu, de telle sœur qui a eu l'impression d'avoir la charge du parent, si on prend le temps d'entendre et de reconnaître ce que ça a pu représenter pour chaque membre de la fratrie, c'est déjà énorme. Mais sans illusion. Pardon, simplement pour prolonger à peine ça. Il nous arrive dans des situations de comprendre et en même temps de dire, bon, on comprend pourquoi vous réagissez comme ça, simplement. En même temps, si on ne le fait pas, on est souvent le réceptacle, on s'aperçoit. Ah oui. On est le mauvais objet, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement. C'est clair. C'est-à-dire que la famille refait corps. Tout à fait. Contre le tuteur. Tout à fait. Qui fait pas les choses, qui respecte pas la loi. Et donc on est aussi confronté à cette dimension un peu stratégique, là, j'ose dire, de comment fait-on à la fois reconnaître cet important et en même temps éviter d'être le mauvais objet. Comment vous l'expliquez qu'on peut être le mauvais objet? Parce que c'est là où effectivement, c'est vrai que là, la reconnaissance n'est pas suffisante à un moment donné, et c'est là où on est renvoyé à une forme d'impuissance, parce que, encore une fois, même en tant que thérapeute, on a pu voir des situations explosives sur lesquelles on n'a rien pu faire, parce que dans une fratrie, il suffit qu'il y ait un membre, et on peut comprendre pourquoi aussi, qu'il y ait un membre qui veuille tout bloquer, parce qu'effectivement c'est une position de règlement de compte, hein, c'est une position où on va se venger, on est de l'ordre de la vengeance. Et quand je parlais tout à l'heure comment on appelle ça, de surmoi fraternel, le fantasme du fraternel, des rivalités fraternelles, c'est quand même d'éliminer l'autre.
j'ai envie de dire notre mythe de fondateur de Abel et Caïn, il est toujours là. Quand je rencontre des frères et des sœurs de 5, 6 ans, j'ai envie de dire ce fantasme de vouloir éliminer l'autre, plus ou moins à travers l'argent aussi. Et donc justement, au moment des héritages, alors quand on est enfant, c'est à travers les jouets, des objets matériels, mais quand on est au moment de l'héritage, on veut bloquer la succession. C'est une façon d'éliminer l'autre, de le réduire à zéro, de l'immobiliser, ce qui est une façon de ne plus vivre. Je veux dire, donc effectivement, quand il y a des personnes aussi fermées que ça dans une fratrie, l'expérience montre, et je le reconnais avec humilité, on ne peut rien faire. Donc, la seule chose que l'on puisse faire, déjà sur le plan relationnel, c'est aider les autres membres qui ont envie de bouger, déjà accepter qu'il y a peut-être une relation qui va être perdue. Et donc, peut-être qu'effectivement, au niveau de la relation, la fratrie va exploser, et il y a peut-être, on ne s'entendra pas, et donc il y a peut-être un frère ou une sœur, celui qui verrouille tout. On est devant un mur, on ne peut rien faire, et il faut accepter cette limite-là qui est imposée par une personne qui ne peut pas entendre raison et qui ne peut pas avancer. Et on a beau le reconnaître, on a beau tout faire, ça ne peut pas. Donc les autres membres et ce n'est pas un passage facile, les autres membres de la fratrie ont à accepter la souffrance de cette perte-là. Le frère s'est exclu, et on ne peut pas faire. Il y a aussi une autre perte. À un moment donné, quand on est dans une situation aussi verrouillée et qu'il n'y a plus de dialogue, on parle de l'importance du dialogue, mais là, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'entente, il n'y a plus de reconnaissance. On est sur un autre registre. Quand ce n'est plus possible, à ce moment-là, on liquide la succession comme on peut, mais on peut accepter aussi de perdre. Je pense qu'il faut faire admettre aux membres de la fratrie que peut-être il faut effectivement céder telle ou telle chose sur le plan donc économique, accepter que cette maison à laquelle on tenait, mais le frère veut absolument la vendre, et bien finalement on la vend pour pouvoir, j'ai envie de dire, retrouver, et ça c'est donc accepter les pertes, pour continuer à être en mouvement, les pertes aussi bien humaines que les pertes économiques, parce que finalement, et on retrouve le sens d'un héritage, et on retrouve la signification finalement symbolique d'un héritage. Ce que les parents nous laissent, et qui a été l'œuvre de toute une vie, c'est quelque part pour, j'ai envie de dire presque, c'est pour prolonger quelque chose de l'ordre du vivant. C'est une transmission au-delà de la mort de la présence et de la vie des parents. Donc elle est faite encore dans ce mouvement de don pour nous propulser vers plus tard. Donc pour moi un héritage, et je crois que c'est important de l'avoir en tête, c'est vraiment pour aider la vie d'après. C'est vraiment une aide pour la vie d'après. Donc s'il faut laisser au passage le vase de la grand-mère auquel on est attaché, pour continuer à préserver ce mouvement-là de la vie. Donc surtout ne pas s'immobiliser trop longtemps, parce que là du coup on va à l'encontre de cette signification symbolique et humaine finalement de l'héritage. Comment instituer du respect mutuel dans une fratrie? Il est certain que dans une fratrie, ce qui va l'instituer, ce respect-là, c'est l'autorité parentale. Quand je dis le surmoi, c'est-à-dire que la fratrie est une relation entre personnes qui sont d'une même génération. J'ai envie de dire là aussi, elle se construit difficilement la relation fraternelle, parce qu'en fait, autant entre parents et enfants, il y a du don, et donc il y a des dettes et des loyautés. Autant entre frères et sœurs, d'abord, on ne se doit rien, il n'y a pas de don. Donc la notion de respect, la dimension éthique entre frères et sœurs est tout à construire. Et elle se construit avec l'autorité et la parole parentale qui fait tiers. D'ailleurs, quand ça se construit mal, et justement quand ça arrive aux héritages, donc ça se construit mal et ça va jusqu'aux héritages, c'est que finalement la parole tiers a été finalement à un moment donné, a fait alliance ou elle a été vécue comme faisant alliance avec un des membres de la fratrie, et donc ça a fichu la pagaille quelque part. Et du coup, elle n'est pas restée à cette position un petit peu transcendante, un petit peu au-dessus, un petit peu tiers, etc. Donc, quand on est en difficulté en tant que tuteur avec une famille, on reproduit quelque part cette fratrie qui a perdu cette loi
parentale, et donc cette représentation du symbole du tu respecteras l'autre, à partir du moment où ça a été perdu, où il le refuse de la part du tuteur, il ne le considère pas comme effectivement pouvant avoir cette place-là, c'est vrai que la position du juge est essentielle. Mais on peut aussi retrouver symboliquement dans la position du tuteur une autorité parentale substitutive qui ne nous va pas bien. Voilà. Si, oui. Si je peux me permettre. Oui, elle ne nous va pas bien. Et qui fait qu'on va être en conflit. Oui, c'est ça. Mais le magistrat, effectivement, le magistrat est la solution, à la fois légale, mais aussi de règlement de cette succession. Oui, mais là justement aussi dans cette position de tuteur, et je suis désolée de revenir là-dessus aussi, à se réinterroger, parce qu'il est évident quand on voit une fratrie se battre devant nous, s'étriper, se déchirer, etc., bien évidemment ça nous renvoie à ce qui marche ou ce qui ne marche pas dans nos propres fratries. Donc quand vous parlez effectivement de notre posture, essayez... Alors j'ai envie de dire, ce qui est intéressant dans nos activités professionnelles, c'est que les difficultés que l'on peut rencontrer avec des situations, que ce soit vous dans les familles que vous avez sous tutelle ou que nous dans les patients que l'on a, c'est que se poser la question de, avec cette famille avec laquelle je suis en difficulté, qu'est-ce que je vais apprendre de moi ? Qu'est-ce que ça va me faire changer en moi? Qu'est-ce que ça va éclairer comme zone d'ombre que j'ai et qui m'encombre, qui fait que cette situation-là, vraiment, elle m'exaspère? Qu'est-ce qui fait? Ou elle me perturbe, dans mon propre parcours. Voilà. Mais justement, au lieu de le prendre comme, là aussi, bouteille vide ou bouteille pleine, au lieu de le prendre comme un fardeau, alors des fois, c'est vrai que c'est lourd, hein, je veux dire, il faut reconnaître que c'est lourd, mais en même temps, se poser la question tout le temps en permanence, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que cette famille qui se déchire, qui peut peut-être m'éveiller aussi la difficulté que j'ai avec mon frère, avec ma sœur, qu'est-ce que grâce à elle, je vais pouvoir remettre en mouvement dans ma relation à mon frère ou à ma sœur? Ou qu'est-ce que je dois accepter de perdre? Vous évoquiez tout à l'heure la tension, la nécessité d'être reconnu, de l'échange qui est non monétaire. En même temps, cette question de l'argent, pour des personnes qui ont un peu de patrimoine, et vous évoquiez les projets des personnes. On a vu qu'avec 10 euros, 20 euros, 100 euros, on peut aussi faire des choses. On peut être en mouvement, on peut se déplacer. Ça, c'est important comme professionnel de le savoir. Tout à fait. Hein, de ne pas être dans une posture un peu mortifère, de dire on ne peut rien, d'être tout le temps dans la plainte. On peut faire. Mais aussi, il y a des personnes qui ont du patrimoine. Et donc, nous, dans notre façon de gérer, entre guillemets, leur patrimoine, dans la façon de les mettre en mouvement, pas d'être des écureuils, mais d'être dans des porteurs avec eux de projets, c'est des questions qui se posent souvent pour nous et qui ont à voir, pour terminer là-dessus, avec notre propre parcours. C'est-à-dire qu'on est des professionnels différents dans nos parcours, dans notre propre relation à l'argent, avec le risque de se projeter ou de jouer inconsciemment notre propre parcours. Bien sûr. Et de dire, ah ben lui, il faut qu'il économise et on va lui serrer, on va le serrer au maximum. Bien sûr. Sans le vouloir. Sans le vouloir. Où il va devoir quémander et quelque part, il va être assujetti à sa demande et à notre réponse. Oui, non. Comment vous voyez ça? Oui, c'est vrai. Quelqu'un qui a un peu d'argent ou qui a un budget, on va dire, à l'aise, est-ce qu'on doit faire des économies, pas des économies, des projets, par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure? Oui. C'est là où effectivement aussi notre rapport à l'argent en tant que tuteur, par exemple, professionnel entre autres, ou pas forcément, mais est à interroger. Parce que si vous voulez, on a parlé du rapport à l'argent dans notre famille, mais il est effectivement aussi notre rapport à l'argent quand on est adulte, il est lié à la notion de manque. Si j'ai manqué dans mon enfance, j'ai tendance à être peut-être un peu fourmi, ou au contraire, en réaction, je peux être cigale parce que justement, j'en ai pas eu assez. Maintenant que j'ai un petit peu plus d'argent dans ma poche, je vais le dépenser. Donc, si effectivement, dans ce genre d'approche professionnelle, à partir du moment où on va gérer l'argent d'un autre, c'est reconnaître effectivement la différence de cet autre-là dans son rapport à l'argent et essayer de ne pas projeter. Donc, si moi je suis fourmi et si la personne parce que j'ai beaucoup manqué et que la personne d'en face a envie d'être cigale, entendons son besoin d'être cigale, tout en lui apprenant peut-être un petit peu à être un petit peu écureuil, c'est une rencontre.
Hein. C'est une question de ne pas, là aussi, de ne pas, j'ai envie de dire, être aussi peut-être un petit peu trop, j'allais dire, sensible à notre propre pouvoir. Parce que si on détient la gestion de l'argent de l'autre, c'est véritablement aussi, on a un outil de pouvoir sur un pouvoir légal énorme, on a un pouvoir de gestion énorme, dans le réel des ressources, des revenus. Et c'est là où l'éthique est importante. C'est là où l'éthique est importante parce que pour moi, l'argent, ce n'est pas l'important dans une transaction humaine, ce n'est pas le billet de banque et sa valeur économique qui peut poser problème. C'est la qualité de la relation qui est mise en œuvre dans cette circularité dans cette circulation de l'argent qui est importante. Le même billet de banque peut être effectivement un instrument de soumission ou au contraire un instrument qui peut être mis en œuvre pour aider l'autre à être autonome. Donc, que l'on gère de l'argent, c'est bien, mais on peut aider l'autre soit à être soumis à notre pouvoir, c'est pas rigolo, bon, sans le vouloir, sans avec le vouloir. les meilleures intentions. Ah oui, c'est certain. Le mieux, on a toujours l'ennemi du bien. Tout à fait. Et de l'autre. On a toujours des bonnes intentions. Mais justement, et on peut, ce même billet-là, ce même compte que l'on tient, il peut nous aider à amener l'autre à gérer un peu son autonomie. Donc, on peut, sans faire d'éducatif, évidemment, du pédagogie, on peut, tout ça, c'est une question, d'accordage, d'ajustement. Si la personne dont on gère les biens un peu confortable a envie d'une chose que de les faire exploser, on peut lui faire entendre qu'il peut les exploser jusqu'à 50%, mais que le reste, ça le mettrait en danger. On peut commencer il ne faut pas disqualifier les autres et porter un jugement en partant du principe que parce qu'il est sous tutelle, il n'est capable de rien. Oui, parce qu'il est en tutelle, on va placer son argent, ces projets ne pourront pas être pris en compte. Moi j'aime bien quand vous dites, bon c'est schématique, mais 50% on peut imaginer, j'ai 100 000 euros, 50% je les dépense sur des projets, je veux aller en voyage, etc. Voilà. Et 50 autres%, c'est un rapport à la réalité, tout à fait, à notre responsabilité. Tout à fait. Et comment peut-on, et ça suppose des échanges entre nous, des échanges interdisciplinaires, pour que ce pouvoir d'assujettissement, il soit limité. Limité à la mise à distance qu'on peut mettre et à la critique de l'autre, ce que nous essayons de faire dans notre pôle patrimoine. Donc sur la question de l'argent, pour des gens qui en ont un peu, moi je trouve tout à fait intéressant un peu ce curseur, sans dire que Madame Prieur nous a dit qu'on pouvait dépenser 50%. Hein. Mais moi je pense que ça nous éclaire parce qu'on est confronté tous les jours à des personnes aussi qui ont du patrimoine, qui l'ont hérité des parents. Les parents voulaient les protéger, leur garantir un avenir. Et si on est tuteur, écureuil, parce qu'on a beaucoup manqué dans notre vie, eh bien on va mettre à mal la dignité, de la personne et son autonomie. Sur cette question de l'autonomie, justement, puisque vous y êtes venu, c'est aussi notre journée, notre banderole, soutenir l'autonomie dans les parcours de vie. Et cette année, on évoque la question de l'argent entre contraintes, tension, frustration, réalité économique et liberté, émancipation, reconnaissance, autonomie. Comment les tuteurs, de votre point de vue, puisque vous en avez rencontré beaucoup au sein des réseaux UDAF, comment ils peuvent mettre en œuvre cette autonomie plus que ceux qui ne le font? Vous, votre j'ai envie de dire, c'est aussi leur propre autonomie dont il est question. C'est s'autonomiser justement par rapport à ce qu'on disait, nos modèles, nos représentations, etc. Ça, c'est important aussi. Et aider la personne que l'on a sous tutelle à gagner de l'autonomie, c'est en écoutant, c'est un petit peu le résumé de tout ce qu'on a pu dire, c'est en écoutant ses désirs, en l'aidant à construire des projets entre eux et l'aider à construire un projet, j'ai envie de dire, qui tienne compte de la réalité économique quand même et de son propre désir, j'ai envie de dire, l'aider à accorder tout cela. Et puis surtout, on aide quelqu'un à être autonome à partir du moment où on l'aide à se reconnaître comme capable d'être autonome. Et on s'autorise à être autonome. Ah, c'est évident. On peut avoir des chefs qui sont toujours derrière vous. Parce que c'est une question aussi, dans nos services, dans nos organisations, dans nos modes de management. Oui. Et alors, je ferai une différence entre autonomie et indépendant.
Hein. Autonomie, c'est la loi que l'on se donne à soi-même. Alors là, c'est vrai qu'on est quand même sous la contrainte d'une certaine loi et des certaines obligations et de l'institution et de la légalité. Donc, on peut garder, et à ce moment-là, on veut peut-être jouer notre indépendance. Et l'indépendance, elle va donc, on peut être indépendant, c'est-à-dire on peut manager la relation aux personnes que l'on a en tutelle. On peut la manager à notre manière. Hein, on peut, j'ai envie de dire, en laissant paraître notre tissu humain. Hein, je pense que quand on n'a pas de choix, parce qu'effectivement il y a une loi qui encadre les choses et qui a une rigueur de l'institution qui est telle qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, notre part de liberté, c'est de pouvoir être indépendant dans notre manière d'être auprès de l'autre. Et d'être indépendant, c'est-à-dire, et c'est là où on retrouve une liberté, une aisance, et là on peut effectivement recevoir la personne sous tutelle, je veux dire, on va pas mélanger les contextes, j'allais dire comme un ami, c'est à la fois comme un ami, c'est-à-dire sur le plan humain, mais en même temps, mais voilà. Dans une relation d'altérité. Qui a à voir avec la dignité de la personne et à la question du don et de l'échange. C'est-à-dire être en capacité de recevoir de la personne qu'on accompagne. Tout à fait. Sans qu'elle soit assujettie et réciproquement. Et ce qui est important aussi, du coup, dans cette dimension-là, et là on peut être complètement libre, enfin je veux dire, on peut... C'est l'indépendance. C'est l'indépendance. C'est l'indépendance dans notre manière d'être, et plus on échangera sur ce registre-là, je veux dire, plus même nous-mêmes on se nourrira de cet échange. Et j'ai envie de dire, là, ce qui peut être intéressant comme posture, c'est d'être dans la curiosité. Dans la curiosité de l'autre, c'est-à-dire ne pas enfermer l'autre dans ce qu'il est aujourd'hui, dans cette difficulté qu'il a amené à être sous tutelle, dans son handicap, dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité du moment. La personne qui est là aujourd'hui, qui nous demande si elle peut dépenser 100 € ou 200 € ou ce qu'elle va faire de son patrimoine, elle a été, la plupart du temps, les cas en tutelle, elle était autonome. Elle a une posture dans la société. Il faut continuer à garder cette permanence. Si on parlait de reconnaissance, c'est aussi garder la permanence de ce qu'est une personne quand elle est là, même en difficulté aujourd'hui. Oui. Il faut c'est quelquefois même volontairement, on va conscientiser, on va même s'imposer à dire, mais là la personne n'arrive pas à calculer, n'arrive pas à faire ceci, n'arrive pas à choisir, elle est débordée par ses émotions. Ok, elle n'a pas été tout le temps comme ça. Hein, et alors, réinjecter du positif. Cas, elle peut avoir été, c'est le cas des personnes qui ont un handicap intellectuel, oui. Avoir été fragilisée, oui, mais elle peut avoir aussi fait beaucoup d'apprentissage. Bien sûr. Et donc ça amène au registre de l'autonomie, oui, qui lui permettent d'être autonome, y compris dans une gestion partielle. Ça peut être un billet de 10 €. Exactement. Et on peut être autonome. Bien sûr. Vous voyez. Tout évidemment. Effectivement, le billet de 10 €, il peut l'aider à dire là, vous en faites ce que vous voulez. C'est votre affaire. C'est vrai que à travers la question, j'ai envie de dire, dans ce que vous dites aussi, je pense à une chose, il y a à éviter de culpabiliser, la notion de culpabilité quelquefois. Parce que si, en tant que gestionnaire, je suis trop fourmi, je peux avoir tendance, quand la personne que j'ai sous tutelle me demande à dépenser, ou qu'elle a dépensé en dehors de ce qui serait raisonnable, effectivement, avec ce billet de 10 €, elle a fait tout et n'importe quoi. Si on a tendance à la culpabiliser, on l'infantilise. Où notre regard peut être culpabilisant. Tout à fait, tout à fait. Vous en parliez tout à l'heure. Tout à fait. Donc sortir aussi à la fois du jugement, et on parlait de liberté, c'est faire exploser un petit peu notre regard en ne le limitant pas, en reconnaissant l'autre seulement là où il est aujourd'hui. Il a été autre chose, ou même s'il est en difficulté, il a peut-être des possibilités quand même un jour de dépenser l'argent à sa manière. Je n'ai pas à juger si j'estime que les 10 € sont libres. Et là, la question du respect, parce que c'est un élément clé de notre journée, elle se pose. La reconnaissance, l'égale dignité dans le rapport de l'un à l'autre, oui. la reconnaissance, le don, l'échange, est-ce que ce sont des éléments du respect? Qu'est-ce que vous diriez? Ah oui, respect, vous avez parlé d'altérité, c'est tout à fait ça qui se joue.
Altérité, alors ce que j'aime bien la notion d'altérité, et j'ai envie de dire, parce que là on demande finalement aux personnes accompagnants ou aux tuteurs, on leur demande familiaux, voilà, professionnels, on leur demande un travail sur eux important, mais j'ai envie de dire, c'est dans ce travail-là qu'eux aussi vont pouvoir gagner beaucoup de choses, j'ai envie de dire, ils vont gagner en épaisseur de leur être, enfin je veux dire en saveur même de leur existence. Si on arrive à respecter l'autre, si on arrive à quitter le jugement, si on arrive à entendre ce que peut-être l'autre, le positif de l'autre, malgré ses handicaps, malgré sa vulnérabilité, nous, ça étoffe notre propre dignité. J'ai envie de dire, dans ce travail-là, où on doit travailler un petit peu sur soi, en tant qu'accompagnant, en tant que tuteur, j'ai envie de dire, il ne faut pas le voir seulement comme un effort à faire, il faut le voir aussi comme quelque chose qui peut nous apporter à nous énormément dans notre façon d'être. On travaille vraiment sur la manière d'être. Et du coup, respecter l'autre, là aussi, ça nous restaure, nous, dans notre propre dignité. Pour moi, l'éthique est quelque chose d'essentiel. Quelque chose d'essentiel, j'ai envie de dire à la base même de toute relation humaine. Et j'ai envie de dire, c'est compliqué. Oui, c'est difficile, effectivement. L'éthique est quelque chose d'essentiel, mais ce n'est pas quelque chose de facile. Et je ferai une différence entre morale et morale qui peut être un petit peu dommageable, et éthique. La morale, c'est appliquer des principes. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tuer, ok. Ces principes-là sont là quelque part, ils sont précis, ils sont rigoureux, ils sont définis, etc. Or, dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, j'ai constamment à me poser la question de éthique. Et l'éthique, c'est finalement dans le registre du réel, du concret. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas plus éthique de mentir à ma mère sur sa maladie ou je ne sais quoi? Est-ce que c'est pas plus éthique de mentir que de ne pas mentir? Alors que l'éthique nous met, et c'est pour ça que j'aime bien cette notion de comité d'éthique, parce que l'éthique, on parlait de mouvement, l'éthique nous met en mouvement, nous permet d'interroger constamment le réel, les forces qui sont en équilibre là, et justement en tension. Mais la tension, je l'entends vraiment comme quelque chose de positif. L'attention, ça permet le mouvement, l'attention, ça permet la liberté, l'attention, ça permet le choix. En parlant de liberté, là, et donc justement pour moi l'éthique, c'est vraiment savoir au moment T, et il faut toujours réinventer ce moment T, c'est me poser la question, qu'est-ce qui va être juste pour l'un, pour l'autre? On n'a pas parlé encore du mot de juste, on a parlé d'injustice, mais on n'a pas dit encore quelle est la notion de juste et la notion d'injustice, on a parlé, mais comment être juste à ce moment-là pour l'autre et pour soi? Du coup, ça suppose que l'on a écouté la question de l'autre. Et du coup, dans cette notion d'éthique, il me semble que là, elle résume beaucoup de choses de ce qu'on a dit. Ça nous met en mouvement pour comprendre l'autre, pour essayer de co-construire avec l'autre quelque chose qui va nous faire du bien, qui va lui faire du bien. Et oui, en parlant de liberté, il m'est venu une phrase que j'adore, alors je ne sais plus de quel philosophe, c'est peut-être Lévinas, peu importe, qui dit que, et peut-être que ça peut éclairer un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à présent, qui dit quelque chose comme l'instant contient des milliers de... Voilà, l'instant s'ouvre en des milliers de possibles. On n'a pas suffisamment l'habitude de considérer qu'à un moment T, quand la question éthique se pose, on a devant nous bien plus de perspectives et d'opportunités que souvent on ne l'imagine. On a quelquefois des œillères qui nous enferment, nos cadres, certaines croyances, certaines représentations. Et j'ai envie de dire, si on se pose la question éthique, c'est se poser aujourd'hui, là, à l'instant T, dans cette rencontre avec telle ou telle personne, quelles sont... Alors on va pas penser aux 1000 perspectives, mais quelles sont les 2 ou 3 perspectives nouvelles qui peuvent se présenter? C'est-à-dire on est dans un mouvement aussi de création, de co-création, parce que l'autre... de reconnaissance de l'autre. Oui, de reconnaissance de l'autre. Et tout à l'heure, quand je parlais d'altérité, j'ai oublié de vous dire que ce qui est intéressant dans la notion d'altérité, ce n'est pas seulement, et là on reprend aussi les mouvements de reconnaître et de se reconnaître, etc., ce n'est pas seulement de reconnaître l'autre dans sa différence, de le respecter, ce qui est déjà pas mal, dans sa différence, etc. Mais c'est être capable d'être
altéré par l'autre, c'est-à-dire pas entamé, hein, mais que l'autre vienne faire fracture, vienne me déranger dans ma façon de voir et dans ma façon de penser. Voilà. Et il me met en question. C'est quand l'autre me met en question que là, je peux m'inscrire dans une position éthique et responsable, parce que je n'impose pas. Merci, alors ça va peut-être faciliter la présentation de notre présidente, qui sait. Je pense qu'elle a l'inspiration sûrement déjà. Mais je pense que ça venait dans le droit fil, dans le prolongement naturel de toutes ces questions, puisque c'est vous qui avez évoqué la question éthique. Oui, hein, oui. Et vous avez donné un certain nombre d'exemples concrets de la posture ou des postures, en tout cas de l'ouverture d'esprit et l'ouverture à l'autre qu'on devait avoir. Oui, mais parce que ça nous fait du bien à nous tous. On s'est fait du bien au cours Je de crois. cette interview. J'espère. Monsieur le journaliste.